Bonjour à tous et bienvenue dans cette série qui sera consacrée à l'électricité telle que prévue dans la majorité des programmes de première année. Nous allons ensemble parcourir le programme de ce semestre à travers diverses vidéos de cours résumés et d'exercices corrigés, des travaux dirigés, d'interrogations et d'examens pour une meilleure compréhension. Pour ce chapitre d'électrostatique, on aura le programme suivant. 1. Petite introduction. 2. La force électrostatique. 3. Le champ électrique. 4. Le potentiel électrique. 5. Champ électrique, topographie, les lignes équipotentielles et les lignes du champ. 6. Travail et énergie. 7. Le dipôle électrique. 8. Les diélectriques. Et 9. On terminera par le théorème de Gauss. Première partie, introduction. Définition de l'électrostatique. C'est la branche de la physique qui étudie les phénomènes créés par des charges électriques statiques pour un observateur. Depuis l'Antiquité, en 600 avant Jésus-Christ, le philosophe Thalès de Milet, plus connu pour son théorème en géométrie, remarque que l'ombre frottée contre un tissu attire les poussières dans l'air. On peut refaire l'expérience de Thalès à l'aide d'une règle qu'on aura frottée, et la rapprochant de bouts de papier assez petits, ces derniers vont être attirés par cette règle. Type d'électricité. On peut faire une expérience assez simple pour déterminer les types d'électricité. En rapprochant du verre déjà électrifié, à côté d'un autre verre déjà électrifié, il est remarqué que le verre sur la pendule va s'éloigner du premier verre. Tandis que si on remplace le verre de la pendule par de la résine, on remarque que cette dernière se rapproche du verre. L'expérience peut être refaite et on remarquera que la résine attire le verre et aussi que la résine repousse la résine. Ces expériences mettent en évidence deux types d'électricité. La première apparaît dans le verre, tandis que la seconde se manifeste dans la résine. Par convention, à l'électricité vitreuse, on associe un signe positif, et à l'électricité résineuse, on associe un signe négatif. Comme conclusion, on peut dire que deux charges de signes opposés s'attirent, tandis que deux charges de même signe se repoussent. Troisièmement, la force électrostatique, la loi de Coulomb. Coulomb énonce en 1785 la loi d'interaction électrostatique à la suite de nombreuses mesures réalisées grâce à la balance de Coulomb qu'il a mise au point dans le but de détecter des forces d'interaction très faibles. Il s'agit d'une balance de torsion pour laquelle la mesure de l'angle de torsion à l'équilibre permet de déterminer l'intensité des forces répulsives. Dans le cas de forces attractives, c'est l'étude des oscillations du système qui permet de déterminer l'intensité des forces. Dans ce dispositif, les sphères A et B sont porteuses de charges du même signe. L'angle alpha représente l'angle de torsion et permet de calculer la distance entre les sphères A et B en fonction de l'augmentation ou la diminution de l'angle alpha pour différentes charges déposées sur les sphères A et B. Coulomb déterminait la force de répulsion entre les sphères due aux charges. Ces expériences ont mis en évidence une analogie avec la loi de la gravitation universelle de Newton. Coulomb a alors proposé l'expression mathématique suivante. Fn2 désigne la force exercée par la charge Q1 sur la charge Q2. Elle est égale à la constante K multipliée par la valeur de la charge Q1 multipliée par la valeur de la charge Q2 divisé par R carré qui représente la distance entre les deux charges. On multiplie cette constante par le vecteur unitaire UN2 qui lui est placé sur la charge Q1 et orienté vers la charge Q2. La constante K est égale à 1 sur 4pi epsilon 0, où epsilon 0 représente la permittivité du vide. Elle est égale à 1 sur 36pi fois 10 puissance 9. La loi de Coulomb est maintenant établie. On verra plus en détail comment utiliser cette loi lors des différents exercices. Merci d'avoir suivi ce rappel historique. À une prochaine.